Donc, bonjour à tous et à toutes. On aimerait donc vous souhaiter la bienvenue pour notre deuxième webinaire d'une série de webinaires sur tous les thèmes qui touchent la COVID-19. Donc, en fait, c'est donc une série de webinaires qui est organisée en collaboration entre la chaire de recherche en évaluation des technologies et des pratiques de pointe, dont la titulaire est Marie-Pascale Paumé, et le Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. On a pensé que ce sera intéressant de faire des webinaires réguliers parce qu'il y a énormément de thématiques qui émergent de cette situation et des apprentissages aussi par rapport à tout ce qui touche au partenariat patient. Donc aujourd'hui, on a la joie d'accueillir Eva Villalba qui est de la coalition Priorité Cancer au Québec, ainsi que Marie-André Côté et Catherine Wilhelmy qui sont patientes partenaires et qui vont nous parler justement de l'impact pour les patients qui sont suivis en oncologie des mesures en place pour contrer la pandémie du COVID-19. Donc en fait, en plus aujourd'hui, on a eu ça a été très intéressant parce qu'il y a eu une couverture médiatique justement du rapport dont ils vont parler aujourd'hui. Donc, je leur donne la plateforme et puis on leur souhaite la bienvenue. Merci beaucoup de nous partager cette présentation qui est très importante pour notre communauté. Merci beaucoup à Myriam. On va se présenter les unes après les autres, mais je voudrais vraiment d'abord souligner une collaboration exemplaire avec la coalition Priorité Cancer dans ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ça a été un plaisir absolument renouvelé depuis le premier moment où on a commencé à échanger sur cette problématique. Il se trouve que moi, j'étais vraiment très perturbée de ce qui se passait en oncologie. Et donc, je m'étais dit, il faut absolument que je me mette en contact avec la coalition pour voir ce qu'on pourrait faire. Et ils avaient déjà commencé à travailler là-dessus. Donc, vraiment, les grands esprits se rencontrent et on va avoir vraiment beaucoup de plaisir à vous partager les derniers résultats donc, de ce travail qui a été réalisé donc, à l'initiative de Coalition Priorité Cancer. Je vais te laisser alors, Eva, te présenter et Oui, bonjour. expliquer. Parfait. Bonjour, je m'appelle Eva Villalba, je suis directrice générale de la coalition Priorité Cancer au Québec. Et notre mission, en fait, c'est de donner une voix forte aux personnes touchées par le cancer, les patients, les survivants, les proches aidants. On est une coalition de plus de 60 organismes à travers le Québec et certains à travers le Canada qui ont tous un objectif commun de vouloir améliorer les soins de santé en oncologie au Québec. Et donc, la raison pour ce sondage-là, c'était vraiment on avait entendu de nos membres et même des patients qui nous appelaient qu'ils étaient vraiment concernés par l'impact des mesures pour contrer la pandémie sur leur continuité de soins et aussi sur leur risque et leur situation de vulnérabilité. Donc, on entendait beaucoup d'anecdotes, on voyait beaucoup dans les médias, mais on voulait valider sur le terrain c'était quoi l'expérience des patients. Et on croit fortement et on essaie d'impliquer les patients dans tous les niveaux et on adhère beaucoup au concept de patient partenaire et c'est pourquoi on était vraiment content de travailler avec Dr. Paumé et sa chaire de recherche parce que pour nous, c'est essentiel de non seulement, on ne veut pas parler pour les patients, on veut vraiment les impliquer puis d'entendre leur voix et juste augmenter et amplifier leur voix, amener leur voix là pour faire le changement nécessaire. Merci beaucoup à Eva. Peut-être Catherine, est-ce que tu voudrais te présenter? On ne t'entend pas. Tu n'as pas enlevé ton micro. Ton micro est Non, désactivé. pardon. Je suis patiente partenaire, membre du comité de patients partenaires de la coalition Priorité Cancer. Puis je trouvais que c'était une occasion de mettre de l'avant ce à quoi on croit, le partenariat patient, puis de faire valoir la voix des patients dans cette situation-ci. Alors, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir contribuer à cet effort-là. Et Marie-André? Eh bien, bonjour. Moi, je suis une patiente dans un premier temps, une patiente du CHUM et aussi une patiente accompagnatrice dans différents projets avec Marie-Pascale au CHUM. Et quand on m'a demandé de participer, ça m'a touchée directement parce que je suis définitivement très anxieuse par toute cette pandémie et les soins qui sont
qui sont retardés, reportés pour les patients atteints de cancer. Alors, voilà. Superbe. Alors, Eva, je te laisse. C'est moi qui, tu me dis prochaine diapo, j'avance. Alors, on peut continuer. Attends, il Prochaine faut juste que je diapo. sois capable de le faire. Donc, pour ce sondage-là, on l'a lancé du 3 au 11 avril en ligne. On a sollicité, comme je disais, on est plus de 60 membres. Donc, on a sollicité les réseaux, les bulletins électroniques, les listes de diffusion de nos membres pour faire diffuser notre sondage qui a été fait avec SurveyMonkey. C'était un court questionnaire de 10 questions. Avec quasiment tout le temps un élément de commentaire parce qu'on voulait aussi entendre des vrais témoignages et démontrer la réalité plus loin que juste des questions simples. Et donc, on a une des préoccupations de la coalition, c'est vraiment d'être aussi représentatif que possible. On veut pas, il y a toujours un risque d'être très Montréal-centrique ou très urbain dans la collection des voix qu'on entend. Donc, on a vraiment fait un effort pour aller dans toutes les régions possibles et on a plusieurs membres qui sont dans les régions. Donc, on est vraiment content que ce sondage-là, il a pu aller chercher quand même une bonne représentativité régionale et aussi on essayait d'aller chercher au moins la voix des patients qui représentent pas mal tous les cancers aussi. Donc, on voit ici quelques-unes de nos questions. Je pense que la page 1 n'est pas à l'écran. Est-ce qu'on a sauté un? Ah oui, elle est là. Donc, les questions, en fait, c'était les plus importantes, c'était comment ces mesures-là vous ont impacté. Donc, est-ce que vous vous sentez impacté? Donc, la question 1. Est-ce que vous avez été testé par le COVID? Il y avait comme 2 qui avaient été testés. Si on passe à la prochaine, on entendait anecdotiquement que les rendez-vous étaient reportés ou que certains traitements étaient reportés. On voulait savoir quelle sorte de rendez-vous avait été reporté. Donc, on a des données là-dessus. On voulait savoir aussi quel était l'usage de la téléconsultation, la télémédecine. On voulait aussi savoir s'il y avait des défis au niveau des pénuries de médicaments. Donc, on a posé une question pointue là-dessus. On voulait savoir est-ce que c'est quel type de médicament la raison pourquoi on a posé ça, c'est parce qu'on voulait savoir est-ce qu'il y a certains genres de médicaments qui peuvent être peut-être donnés à l'extérieur de l'hôpital. Donc, on voulait savoir. C'est pour ça qu'on a posé cette question-là. Et la question 8 était importante. Est-ce que cette pandémie, spécifiquement, parce qu'on sait que déjà en situation normale, les patients vivent déjà de l'anxiété élevée. Mais est-ce que cette situation-là de pandémie vous cause davantage d'anxiété ou aggrave des problèmes existants? Donc, ça, c'était un des éléments les plus importants de ce sondage-là. Et est-ce que, là, la question 9, c'était vraiment une question ouverte. Quelles autres problématiques avez-vous vécu causées par les mesures contre la pandémie? Et ensuite, le numéro 10, c'était vraiment pour voir la représentativité des répondants, quel cancer, et finalement, ben, on voulait aussi voir dans quelle région. Donc, en fait, c'était 95% des répondants qui nous ont donné leur région. On peut passer à la prochaine. Donc, c'est tous des patients qui étaient quand même soit en soins actifs ou qui étaient encore suivis, ou s'ils ne pouvaient pas remplir, on demandait à leur prochain aidant de remplir. On a quand même eu 76% de répondants qui étaient atteints d'un cancer du sein. Il y a 3 raisons pour ça. C'est premièrement, c'est le cancer le plus fréquent au Québec parmi les femmes. Deuxièmement, on a eu beaucoup de soutien d'organismes, d'associations de patients en cancer du sein. Et troisièmement, ils sont vraiment affectés par le report des chirurgies à un niveau plus élevé que d'autres genres de cancers. Et comme je disais, toutes les régions du Québec ont été représentées, sauf le nord du Québec, et je pense que ça serait le cas de n'importe quel sondage. On peut continuer. Ça vous démontre qu'on a quand même une très bonne représentativité. C'est pas juste Montréal. On peut continuer. Ça, c'est par rapport à la représentativité des différents cancers.
on a quand même eu tous les grands et il y avait quand même assez de répondants et on a eu des bons échos, mais les problématiques semblent être pas mal les mêmes, peu importe le cancer. Continuez. Ensuite, par rapport aux résultats du sondage, voici les éléments qui ont ressorti qui sont vraiment les plus percutants. Hier, on disait, la ministre disait qu'il n'y avait pas eu d'impact clinique sur les patients. Et ce qu'on a entendu directement des patients après, c'est comment ça, pas d'impact? Clairement, on a un impact. Même si ce n'est pas un impact clinique, puis on essaie d'éviter un impact clinique pour l'instant, on a sonné l'alarme parce qu'on veut éviter ça. On voit que ça pourrait arriver si on ne l'adresse pas. Et l'impact est vraiment au niveau psychologique. C'est vraiment pour l'anxiété. Donc, 68,7% des patients ont dit que vraiment, spécifiquement dû aux mesures contre la pandémie, ils ont vu leur anxiété augmenter et ce n'est pas négligeable. Et ce n'est pas un impact qui n'est pas important. C'est vraiment à considérer. Ensuite, 60,8, on considère quand même que la continuité de leurs soins ont été affectés parce que il y a des reports de chirurgie, il y a des modifications au traitement. Et le problème, c'est que ces modifications-là, bien qu'on peut entendre, on peut comprendre pourquoi, ils ne sont pas expliqués. Puis c'est ça qui cause de l'anxiété pour les patients. Par rapport à la téléconsultation, on entendait beaucoup parler dans les médias, donc on a pu valider avec le sondage que la téléconsultation a pu éviter de juste annuler des rendez-vous. On donnait quand même de l'information. Quand on pouvait juste transmettre de l'information, c'était beaucoup mieux. Les avantages étaient beaucoup apprécié de juste le faire par téléconsultation. Donc, les patients en général semblaient apprécier ça et il y a quand même 58,6% des patients qui ont pu bénéficier de ce service. Sauf pour quand ça ne pouvait pas être évité parce qu'on avait vraiment besoin d'un examen physique. Et là, le dernier point que j'aimerais souligner, c'était par rapport au genre de traitement qui était annulé ou reporté. C'était beaucoup des suivis, mais des tests d'imagerie pour 15% des répondants. Et hier, on était vraiment content d'entendre la ministre McCann annoncer qu'à partir du 16 avril, qui était hier, on ouvrait les services d'imagerie parce que les patients le réclament beaucoup. On l'entend beaucoup et ça leur stresse de ne pas avoir accès à leurs tests. Ils savent déjà qu'ils sont à risque d'avoir le cancer. Ils n'ont même pas eu les résultats. Est-ce que ça avance? Est-ce que ça empire? Donc maintenant, heureusement, on va avoir accès aux tests d'imagerie. Et pour les chirurgies, c'est quand même une grande préoccupation pour les patients. On peut continuer. Donc, on parlait de l'anxiété pour les patients. C'est vraiment 2/3 des répondants qui disaient qu'il y avait beaucoup plus d'anxiété et les principales causes étaient la difficulté ou impossibilité d'accéder au traitement, spécialement ceux qui causent un risque accru et une vulnérabilité comme l'immunothérapie ou de la chimio. Le risque de mettre en jeu leur pronostic, c'était vraiment est-ce que à cause de tous les délais, ma situation va empirer et mon cancer va progresser. La peur de contracter le COVID parce que les personnes qui sont déjà immunodéprimées se sentaient pas nécessairement très protégées et ils avaient peur d'aller à l'hôpital et peut-être être en contact. Et l'isolement, parce que, puis je pense que Marie-André va pouvoir en témoigner, déjà c'est difficile, mais dans ce contexte-là, tout le monde trouve l'isolement difficile, mais c'est rien comparé à ce que vivent les patients atteints de cancer parce que les proches s'isolent aussi et ils n'ont pas le contact qu'ils gardent, qui leur apporte ce support-là dont ils ont tellement besoin. On peut continuer. Je pense que... Est-ce que c'était... Marie-Pascale, tu allais en parler ou c'était Catherine qui allait en parler? Là, peut-être Catherine et Marie-André, vous pouvez un petit peu illustrer un peu ce que vous avez vécu là, ou ce que vous avez entendu autour de vous. Ben, moi, personnellement, je suis plus en traitement actif, mais je suis capable d'avoir beaucoup de compassion puis de m'identifier à ce que les gens doivent ressentir quand on est en période de traitement, particulièrement en traitement de chimiothérapie. Ben déjà,
toutes les mesures qui sont là avec la COVID, il faut un peu se mettre en mode autoprotection. Maintenant, avec la COVID, ça augmente d'un cran. Puis tous les changements qui sont demandés, ben quand on est dans ces situations-là, le moindre petit accroc à la routine ou tout ce qui bouge un peu, notre équilibre est très, très fragile. Alors, c'est clair qu'une situation comme ça doit être épouvantable à vivre. Puis je vais peut-être laisser la parole à Marie-André, qui, elle, est en plein dedans. Effectivement, merci Catherine. Je suis tout à fait dedans. Je vis avec le cancer depuis 2006, en fait, avec quelques années de rémission, mais depuis 4 ans, j'ai un cancer métastasique. Donc, j'ai des métastases au cerveau, à la glande surrénale. Je suis suivie de façon très serrée depuis 4 ans à tous les 3 mois des tests d'imagerie, à tous les 6 mois, imagerie cérébrale, et j'ai des traitements d'immunothérapie depuis 3 ans et demi à toutes les 3 semaines. Quand le début de la pandémie est arrivé, j'avais besoin d'avoir mes résultats en imagerie, donc j'ai contacté mon médecin. J'ai réussi, premièrement, à lui parler, ce qui était quand même un exploit. Et puis, quand il m'a donné mes résultats, il m'a dit « Je voudrais juste te prévenir, ça se pourrait que les traitements soient retardés. Sois pas étonné si on t'appelle pour t'en informer. » Alors là, moi, ce que ça a fait, c'est que ça a monté mon taux d'anxiété complètement au plafond. J'essayais de relativiser tout ça, mais depuis 4 ans, quand on est pris en charge comme ça pour vérifier la progression de la maladie, tu essaies de garder une santé mentale du meilleur que tu peux. Moi, je consulte une psychiatre depuis 3 ans maintenant. Mais donc, on garde une santé mentale, mais elle est fragile. Ça ne prend pas grand-chose pour que tout à coup, oups, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, définitivement que la période de COVID, c'est extrêmement difficile, d'autant plus que moi, mes enfants ne sont plus avec moi. Plus personne ne veut me voir parce qu'ils ont tous peur de me contaminer. Et donc, l'isolement est très, très lourd à porter ces temps-ci, définitivement. Est-ce que tu veux reprendre, Eva, après? Alors, merci Marie-André et Catherine. Alors, ce qu'on entendait, ce qui revenait beaucoup dans les témoignages des gens qui ont répondu au sondage, c'est que les patients se sentaient abandonnés par le système. Hier, j'ai aussi eu d'autres communications de patients qui me disaient c'est plutôt sacrifié au nom on gère le COVID puis on sacrifie les patients atteints de cancer. Je ne dis pas que c'est la réalité partout, mais c'est comme ça qu'ils se sentent et on doit valider et accepter comment ces personnes-là se sentent. Donc, on a parlé de la peur d'attraper le COVID et en fait, ce qu'ils aimeraient, et ça, c'est très faisable, c'est une des grandes recommandations qu'on fait et c'est extrêmement faisable, c'est que si on change, s'il y a un changement, comme Marie-André le disait, n'importe quel changement peut causer de l'anxiété parce qu'on est habitué puis ça nous rend insécure et ça nous déstabilise s'il y a des changements. Mais au moins, si on peut expliquer, voici pourquoi on change votre traitement, les bénéfices sont plus grands les risques sont plus grands que les bénéfices si on continue, et voici pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi, et voici l'impact sur vous. De prendre 2 minutes de plus pour expliquer, ça ferait une énorme différence dans la vie des patients pour les rassurer. Même chose pour le report des chirurgies. Actuellement, c'est plutôt les chirurgies qui ne sont pas urgentes, donc ils peuvent attendre quand même 4 à 6 semaines. Donc, c'est correct, mais on doit expliquer que 4 à 6 semaines, c'est correct dans votre cas, votre cancer progresse lentement, mais la raison pourquoi on sonnait l'alarme hier dans les médias, c'est parce que même si on peut comprendre qu'on peut attendre 4 à 6 semaines, on veut s'assurer que ça ne va pas être plus que 6 semaines. Si ça commence à être 3 mois, ça va être plus grave. Alors, juste d'expliquer, ça va rassurer énormément les patients. Et on demande, oui, aux professionnels de la santé de le faire, mais aussi au ministère de donner quand même des lignes de communication ou des lignes directrices pour expliquer le pourquoi de ces changements-là sur les patients. Marie-Pascale, tu peux...
Alors, les autres impacts, évidemment, on a été très touchés par quand même de nombreux témoignages de patients qui ont relevé le fait qu'ils se retrouvaient dans des situations personnelles, financières assez catastrophiques, se retrouvant évidemment d'abord en arrêt de maladie, donc n'ayant pas cumulé suffisamment d'heures pour pouvoir entrer dans un certain nombre de programmes. Donc il y a vraiment à creuser un peu plus en profondeur, finalement l'impact sur une partie de la population là qui se retrouve non seulement fragilisée au niveau médical, mais aussi, au niveau financier et ça peut avoir vraiment un impact sur leur capacité de s'alimenter ou même d'avoir accès à des produits, de base. Quelque chose qu'on a quand même aussi, déjà mentionné, mais c'est que cette distanciation, physique amène aussi le fait que les personnes peuvent beaucoup moins bénéficier de soutien, de leurs proches dans leur odyssée de soins. Donc, on sait que ça fait partie aussi du traitement, hein, d'être entouré et bien entouré. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut aussi réfléchir pour voir de quelle manière on peut maintenir, quand même la présence des proches. Et quelque chose aussi qui est remonté dans les témoignages, c'est le fait que, surtout, dès que la crise a commencé, c'est vraiment tout d'un coup, tout a fermé au niveau de l'accessibilité aux soins de bien-être, comme par exemple les massages, le yoga, et cetera, enfin toutes les activités qui sont réalisées. Donc c'est sûr qu'au cours de ces dernières semaines, il y a eu vraiment une volonté un peu de retrouver, des manières de compenser par l'intermédiaire justement de cet outil comme le Zoom, là, d'avoir des yoga Zoom, par exemple. Mais et aussi, de vraiment, faire en sorte qu'il y ait des lieux pour que les personnes puissent échanger entre elles et tout ce qui concerne évidemment, le soutien, par les pairs. Les personnes aussi ont mis en évidence justement la réactivité du système, hein, pour être capable quand même même si on remettait des rendez-vous, de faire en sorte qu'ils puissent avoir lieu. Étonnamment, le côté téléconsultation, là, vous savez qu'il y a une interface, Reax là qui est, maintenant, disponible pour les professionnels de la santé. C'est encore le bon vieux téléphone. Qui marche quand même encore plus que la belle, comment ça s'appelle? La belle interface qui est proposée. Donc, je pense qu'on a un petit peu de travail, à faire auprès de nos professionnels là pour faire en sorte parce que c'est vrai que le contact quand même aussi, visuel est important, plutôt que le téléphone. Puis quand on a un suivi par exemple de chirurgie, d'avoir la possibilité de montrer, la cicatrice, c'est quand même non négligeable et c'est pas suffisant au téléphone. Puis quelque chose aussi qui était intéressant, c'est, on avait vraiment peur là d'une rupture d'accès aux médicaments et c'est quelque chose qui a été relevé de façon très anecdotique, mais on n'a pas en tous les cas mis en évidence, que les patients souffraient actuellement en tous les cas d'une accessibilité aux médicaments ou d'un groupe de médicaments en particulier. Alors, ça a été un bel exercice de travailler avec beaucoup de patients pour réfléchir, à des recommandations qui pourraient être facilement, implantables, bonbon pas cher comme on dit là, en tous les cas de faire en sorte qu'on puisse, très rapidement avoir un effet sur les patients et d'améliorer, leur vie, au quotidien. Donc, Eva, je te laisse, présenter, certaines d'entre elles. Parfait. Alors, en premier lieu, dans les conférences de presse quotidiennes du premier ministre, on entendait beaucoup parler au début, avant cette crise avec les CHSLD, mais on entendait beaucoup de protéger les personnes aînées, de protéger les personnes de 70 ans et plus. Les patients atteints de cancer ne se sentaient pas écoutés et reconnus pour leur situation de vulnérabilité accrue. Et donc, le premier, c'était vraiment de rappeler que d'autres situations que la COVID, le cancer, mais aussi d'autres maladies sont aussi importantes et qu'elles doivent aussi faire partie des considérations et de la gestion de notre système de santé. Ensuite, ce sondage-là nous a démontré l'importance de vraiment sonder la réalité puis l'impact sur le terrain des mesures que le gouvernement met en place avec des bonnes intentions, mais c'est des directives. On ne sait pas à quel point ils sont systématiquement appliqués puis quel impact ça a directement sur les patients qu'on essaie de protéger. Donc, on recommandait aussi de poursuivre régulièrement des sondages comme celui-ci en ligne pour évaluer, au moins, on sait qu'il y a un impact non négligeable sur la détresse psychologique des personnes touchées. Donc, vraiment, regarder sur un plus long terme si ça augmente ou descend. Là. On souhaite que ça se calme avec les mesures qui peuvent être mises en place. Donc, mais vraiment de poursuivre régulièrement des sondages comme ça. Prochaine.
Ensuite, comme j'ai mentionné tantôt, de vraiment encourager une meilleure communication de pourquoi, d'expliquer l'impact de la situation sur les patients, parce que ça, déjà, ce qu'on entend, c'est que l'anxiété est beaucoup due à un manque d'information. Si on annule un rendez-vous et on dit « Votre chirurgie est annulée, on vous appellera quand on a une place », est-ce que ça va être 1 mois? Est-ce que ça va être 6 mois? C'est extrêmement anxiogène d'attendre sans même avoir une idée de quand on va nous appeler. Donc, vraiment d'expliquer puis d'essayer de fournir le plus d'informations possible. Ensuite, on avait entendu de plusieurs patients et de groupes d'associations de patients que ça serait vraiment pertinent d'avoir une ligne info onco COVID pour que les personnes touchées par le cancer puissent avoir cet accès-là, mais à part du fait que le médecin est mieux placé pour donner de l'information exactement comme vraiment précise pour le cas de chacun, il existe aussi actuellement certaines lignes InfoCancer, par exemple, de la Fondation québécoise du cancer. Donc, on pense que peut-être juste d'ajouter ce volet-là de l'impact du COVID puis comment les choses changent à ce genre de ligne d'info pourrait aider. C'est ça que les patients réclament vraiment, de pouvoir avoir une ligne comme la ligne Info-COVID qui existe actuellement, qui est tout le temps vraiment publicisée et que la population est déjà sensible au fait qu'il y a une ligne Info-COVID. Donc, peut-être d'en avoir une aussi pour les patients de cancer. La prochaine diapo. Allez-y, Marie-Pascale. C'est ça, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de faire un peu un bilan pour que les personnes qui sont aux prises avec ces problèmes financiers puissent ne pas passer à travers les mailles du filet. Donc, il y aurait une attention particulière à regarder des cas particuliers justement pour, c'est ça, qu'il y a un moyen en tout cas de faire remonter ces situations pour faire en sorte qu'il n'y ait personne qui passe à travers les mailles. Donc, c'est ça qu'on proposait, en tous les cas, de faire en sorte que le gouvernement, puis on peut être, la coalition et d'autres associations de patients peuvent être aussi des bons relais pour vraiment illustrer et puis faire remonter des situations pour faire en sorte que les personnes, on n'en rajoute pas encore une couche pour l'anxiété et puis des situations excessivement difficiles personnellement. C'est sûr que c'est important dans tout système de santé, hein, et en particulier dans la gestion de la crise du Covid. Il va falloir réfléchir à l'impact que toutes les mesures qui ont été mises en place ont eu sur le taux de mortalité global, hein. Juste pour votre information, il y a des chiffres qui sortent déjà de l'Écosse, de l'Italie, de la France, de l'Espagne, et on se retrouve avec des chiffres quand même. Alors là, je parle vraiment mortalité globale, où on peut avoir plus de 50% de décès par rapport à la moyenne normale au même mois du mois de mars et avril. Et normalement, ce sont des décès qui n'ont pas été déclarés Covid positifs. Donc là, c'est évidemment, il y a tout un travail qu'il va falloir faire pour être sûr que ce sont des décès qui ne sont pas directement liés avec la Covid-19. Mais on sait que les patients ayant tellement peur d'accéder au système de santé, des situations de très grande urgence, parfois, finalement, sont négligées par les patients et ils se retrouvent dans des situations très, très graves. Donc, il y a vraiment la nécessité de suivre le taux de mortalité global et spécifique lié au cancer, donc à court, moyen et long terme. On nous parle beaucoup de la courbe des décès de Covid, mais il faudrait aussi avoir la courbe qui va en parallèle pour voir comment elle se situe par rapport à la moyenne normale, comment ça se passe au Québec d'habitude. Prévoir une relance après Covid, ça c'est vraiment, on a très très peur du deuxième tsunami. Là, c'est le tsunami de tous les patients qui n'ont pas pu avoir accès en particulier à leur chirurgie. Les chiffres qui circulent actuellement, c'est que 30% donc, des blocs opératoires, 30%, ouais, les blocs opératoires tournent à 30%. Donc, c'est sûr que ça amène beaucoup de difficultés d'accès et à des chirurgies quand même importantes qui peuvent mettre en danger le pronostic vital des personnes. Donc, déjà qu'on a des suivis de temps d'attente qui sont réalisés en temps normal, mais là, il faut vraiment être encore plus vigilant sur la manière dont on va les gérer à court, moyen et long terme et trouver des solutions pour faire en sorte que, comme disait Eva tout à l'heure, on ne se retrouve pas avec des personnes qui finalement vont attendre des mois alors que finalement, ils ne pourront pas bénéficier des meilleurs traitements.
Réaliser un suivi des ruptures de stock de certains médicaments et en évaluer l'impact, c'est en particulier pour tout ce qui est le traitement de la douleur, où on sait qu'il y a il y a un peu de concurrence en fonction de différents domaines, donc de bien s'assurer quand même que les médicaments en lien avec le cancer et la douleur sont bien considérés et que les personnes puissent en bénéficier pour ne pas encore souffrir davantage. Le bien-être, eh bien, comme je le disais précédemment, il y a quand même vraiment des belles initiatives qui sont en cours pour établir des modalités virtuelles, pour offrir des services liés au bien-être des personnes, favoriser la participation des proches aux consultations par le biais de la télémédecine. Ça peut être une bonne façon aussi, par exemple, pour Marie-André avec ses enfants qui sont à distance, on peut quand même faire une conversation si elle le souhaite, en tous les cas en impliquant aussi des êtres chers. Donc ça, il faut quand même qu'il y ait une ouverture aussi de la part des professionnels de travailler de cette façon-là. Tout ce qui est le lien aussi avec les personnes hospitalisées et leurs proches, là, il y a vraiment des initiatives importantes à faire dans les établissements. En particulier, là, j'ai entendu que le CHUM a mis en place une cellule pour les familles, pour vraiment être sûr et certain que les proches puissent avoir des informations sur les personnes qui sont hospitalisées, et même de mettre en place un système de communication virtuelle avec des patients accompagnateurs aussi qui peuvent intervenir en soutien aux personnes qui sont isolées, parce que non seulement ils sont malades, ils sont dans des situations complexes et difficiles, et en plus, ils souffrent d'isolement. Donc là, on commence à avoir vraiment des bombes à retardement assez importantes. Donc, il est excessivement important de mener ce genre de choses. On fera un webinaire d'ailleurs sur ce sujet pour revenir sur l'expérience plutôt au CHUM. Et ça permettra aussi de donner des bonnes pistes. Et permettre la présence d'au moins un proche dans les soins de fin de vie, ça c'est vraiment essentiel. On ne peut pas, à l'heure actuelle, mourir dans des situations où on est complètement seul. Ça, c'est non recevable. Donc, la gestion de la crise, peut-être Eva, tu pourrais présenter un peu les pistes qui ont été discutées au sein de différentes instances avec les patients. Oui, parfait. Alors, on a vu que dans cette gestion de crise, le gouvernement a quand même réagi assez rapidement. Par exemple, avec la mise en place de la télémédecine. On voit qu'on est capable, dans cette situation assez spéciale, d'accélérer le changement et les innovations. Donc, ce qu'on proposait avec ces recommandations, c'était vraiment qu'est-ce qu'on peut faire avec les ressources existantes actuelles pour adresser ces problématiques-là qui ont été identifiées. Donc, une des choses pour adresser le fait que les patients sont extrêmement anxieux de leur risque accru et leur vulnérabilité pour attraper le COVID, c'est, au début, on pensait plutôt avoir des établissements COVID et non-COVID pour l'oncologie et pour le COVID, mais ça semble que c'est pas très faisable. Par contre, ce qu'on voit, c'est que dans les établissements, on a quand même des zones froides, donc plus à l'égard de plus sécures à l'égard de la contamination COVID, et d'autres sections qui sont plus chaudes, et on essaie de limiter vraiment la contamination entre les deux, ou réaliser des corridors de services pour les patients touchés par le cancer. Par exemple, si on n'a pas d'accès aux chirurgies dans un hôpital, peut-être qu'il y a d'autres hôpitaux où on peut faire la même chirurgie, donc avoir des corridors de services comme ça. Et aussi, un des éléments qui était ressorti de notre sondage, en fait, on demandait aux patients s'ils avaient été testés pour le COVID, parce que dans les directives ministérielles, on disait qu'il y avait des façons spécifiques de traiter des patients qui avaient testé positif pour le COVID et non, qu'on devrait tester les patients atteints tester les patients qui allaient rentrer pour des traitements pour voir s'ils avaient le COVID afin de ne pas contaminer les autres patients. Par contre, dans notre sondage, on avait moins de 2% des presque 600 répondants qui avaient été testés pour le COVID. Donc, on sait qu'il y avait une pénurie de tests, mais dans un futur très rapproché, ça serait important de pouvoir tester ces patients-là qui vont être quand même à plus haut risque et d'avoir des corridors de services vraiment pour les orienter. Ensuite, on réfléchissait à quel genre de traitement on peut faire pour sortir, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir les patients de l'hôpital s'ils n'ont pas besoin de se mettre dans cette situation-là de risque élevé. Donc, on avait pensé, par exemple, il y existe des centres de perfusion qu'on utilise pour des essais cliniques ou pour d'autres genres de traitements qui ont une capacité excédentaire, et on a vérifié avec eux. Ils pourraient
temporairement au moins prendre des patients qui ont des traitements intraveineux. C'est des centres de perfusion très professionnels où on a quand même des gens à plus que 2 mètres de distance et où ils sont déjà habitués à avoir tout le matériel de protection nécessaire. On parle aussi de privilégier les médicaments qui peuvent être administrés à domicile, évidemment, les médicaments par voie orale ou d'autres, et de favoriser les soins à domicile. C'est les 2 derniers que je viens de mentionner, les médicaments à domicile et favoriser les soins à domicile, dans une directive qui vient de sortir ce matin très tôt par l'INES, on l'adresse spécifiquement. Donc, on encourage d'utiliser les médicaments par voie orale ou qui peuvent être administrés à domicile et de favoriser les soins à domicile. Mais un bémol, les organismes, que ce soit les CLSC ou d'autres organismes sans but lucratif qui donnent des soins à domicile, comme Nova Montréal, par exemple, ils ont besoin d'avoir accès aux équipements de protection, évidemment, pour continuer à protéger la population, mais pour continuer à protéger les professionnels de la santé, évidemment. Donc, avec ce bémol-là, ça fait longtemps qu'on parle d'améliorer les soins à domicile, en soins palliatifs en particulier, mais ça serait une manière aussi d'éviter de mettre ces patients-là à risque. Et finalement, de mettre en place un programme de soutien psychologique parce que comme Marie-André et Catherine ont bien soulevé, cette crise-là augmente le besoin des patients en soutien psychologique et même avant cette crise-là, on avait une difficulté d'accéder aux soins et services psychologiques et psychosociaux. Donc, vraiment, maintenant, cette crise-là devrait nous pousser à accélérer ce changement-là. Et finalement, ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça touche directement la vie de plusieurs patients qui ont communiqué avec nous. Les protocoles de recherche sont actuellement complètement arrêtés. Étant donné que les protocoles de recherche, les essais cliniques sont beaucoup pour les personnes qui n'ont pas d'autres options de traitement. C'est vraiment en 3e, 4e ligne, des cancers avancés. Que ça soit fermé pour 6 mois pour un patient qui est atteint d'un cancer métastatique, c'est inacceptable parce qu'ils ont pas 6 mois à attendre. Là. Ils peuvent pas juste attendre, voir quand est-ce que ça va réouvrir. Et si les patients atteints de cancer sont capables d'aller faire leur traitement de radiothérapie ou autre à l'hôpital, pourquoi pas réouvrir les études cliniques dans les centres hospitaliers. Donc, c'est vraiment, nous, on souhaite que ça soit réouvert dès que possible parce que ces patients-là n'ont pas d'autre option et on comprend qu'au début, on pensait gérer une catastrophe potentielle comme on a vu en Italie, par exemple, et on a pensé réaffecter le personnel qui travaillait dans les études cliniques, des infirmières, des médecins, ailleurs dans l'hôpital, et c'est compréhensible. On comprend, mais ce qu'on demande, c'est vraiment de réévaluer le contexte actuel. Est-ce qu'on a vraiment besoin encore de réaffecter ce personnel-là? Et pour la sécurité des patients, bien, si on est capable de le faire en centre hospitalier, on devrait aussi être capable de le faire en études cliniques. Je te laisse la parole. Puis, ce qu'on a dit tout à l'heure, là, vraiment, c'est qu'on commence à avoir un appétit pour les professionnels de la santé à de nouvelles façons de communiquer avec leurs patients. C'est sûr que, moyennant évidemment les limites que cela peut entraîner de ne pas avoir un examen physique, c'est sûr qu'il y a vraiment une volonté aussi gouvernementale de développer la télémédecine. Pendant longtemps, on a cherché la fenêtre d'opportunité. Là, avec la COVID-19, nous l'avons. Donc, c'est vraiment le moment où il faut capitaliser pour faire en sorte que ça ne soit pas non plus réservé pour les patients qui sont atteints de COVID-19, mais que c'est vraiment l'ensemble des patients. Et puis, évidemment, ça couvre bien plus largement que les patients qui sont touchés par le cancer. Et on veut vraiment aussi qu'il y ait une possibilité de maintenir ce déploiement pour la suite, et en particulier pour les régions éloignées au Québec, où souvent les patients se sont retrouvés à devoir faire beaucoup de kilométrage, alors que les consultations auraient pu être faites à domicile grâce à des téléconsultations.
Le partenariat de soins, il faut qu'on s'y mette à tous les niveaux. Je pense que ça commence évidemment aussi avec au niveau du gouvernement. Puis il y a vraiment déjà des initiatives gouvernementales, en particulier pour tout ce qui est éthique, où il y a des patients qui sont présents dans les prises de décision, là par exemple sur les niveaux de soins, sur les priorisations aux urgences, aux unités de soins intensifs et autres, où vraiment il y a une vraie volonté du gouvernement de faire en sorte de ne pas être déconnecté. Puis même au niveau du comité, il y a un comité ministériel avec des patients qui sont présents, donc les discussions sont prises. Mais on se rend compte quand même que la prise en compte du sondage peut venir aussi alimenter, et c'est ça vraiment l'objectif de façon très constructive, l'impact qu'ont les décisions qui sont prises par le gouvernement au niveau vraiment de la vie de tous les jours des personnes. Donc, c'est vraiment dans un souci justement de partenariat que ce travail est réalisé. Et c'est évident que l'expérience des patients permet ensuite de pouvoir réajuster les politiques publiques pour être sûr vraiment qu'on les atteint de la bonne façon. Puis je pense qu'effectivement, comme disait Marie-André, hein, peut-être que tu veux dire un mot là, mais je pense que la résilience des patients qui sont atteints du cancer pourrait être un peu soulignée aussi par nos autorités ministérielles. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose là-dessus. Oui, en effet, j'arrête pas de dire depuis quelques jours que, franchement, le premier ministre, dans ses remerciements du jour, devrait remercier profondément les patients atteints de cancer pour leur résilience en cette période de COVID. Tout à fait. Je pense que ça nous ferait du bien un peu. J'espère qu'il y a quelqu'un qui est capable de pouvoir parler au PM quelque part. En tout cas, j'ai parlé à mon député, hein, je lui ai dit. C'est bien. Enfin. Et puis au niveau clinique, c'est un peu des choses qu'on a un peu évoquées, mais vraiment garder vraiment les patients le plus possible dans la boucle des décisions. Je pense que, comme Eva l'a dit, il y a du pour et du contre dans chacune des décisions qui sont prises. Puis les patients peuvent aussi avoir une évaluation du risque. Ce n'est pas uniquement les professionnels qui l'évaluent, c'est vraiment un travail conjoint d'évaluation du risque et de la prise de décision ensuite de voir finalement ce qui est le plus à propos et le mieux dans les circonstances dans lesquelles on est. Donc, c'est vraiment de bien garder en tête que ce n'est pas parce qu'on est dans une situation d'urgence qu'on ne prend pas en considération le point de vue des patients. Bien au contraire, c'est vraiment une discussion qui doit se faire à deux. Puis, c'est même pour la crédibilité même des professionnels, c'est important parce que on a entendu quand même aussi des témoignages où des personnes se sont retrouvées, où on leur disait que c'était un cancer excessivement grave et qu'il fallait absolument qu'ils soient opérés tout de suite. Et puis, quelques jours plus tard, c'était non, finalement, on va vous opérer dans 4 ou 5 semaines. Puis c'est comme une injonction paradoxale qui n'est pas toujours évidente à gérer. Donc, si on arrive à justement établir cette belle relation de communication et de partenariat, on est capable vraiment ensemble de pouvoir gérer le risque. Eh bien, les patients vont beaucoup mieux comprendre effectivement les raisons pour lesquelles on avance de cette façon-là. Et bien sûr, c'est aussi de favoriser donc, la mise en contact des patients entre eux. Ça, je pense que c'est très, très important. Vous parlez évidemment avec des convaincus, là, toutes les quatre, là, sur le soutien par les pairs, les patients accompagnateurs. Puis c'est vraiment, en particulier pour la communauté pratique, là, c'est vraiment de pousser le plus possible vos établissements pour qu'il y ait un lien qui se fasse, en particulier pour les personnes qui sont hospitalisées ou qui sont dans des situations où ils ont l'impression d'être abandonnés. C'est vrai que de pouvoir discuter avec des personnes qui vivent la même chose, ça nous aide énormément. Donc, les suites, peut-être, Eva, tu voudrais nous dire un peu les quelques pistes sur lesquelles on travaille actuellement, puis... Oui, bien sûr. Donc, pour connaître la situation au niveau pan-canadien, on est actuellement en discussion avec d'autres organismes dans l'Est du Canada qui ont les mêmes préoccupations par rapport à comment les mesures dans chaque province vont affecter les patients atteints de cancer. Et comme on a vu, même outre-mer, en France, on a beaucoup les mêmes problématiques qui surviennent suite aux mesures pour contrer la pandémie, même en France, par exemple. Donc, c'est vraiment de mettre en commun tous les apprentissages qu'on fait, puis de travailler de concert avec des organismes comme ALCAN ou le Partenariat canadien contre le cancer qui font des sondages semblables pour voir la réalité terrain des patients et de mettre en commun nos connaissances pour travailler dans une même direction, d'apprendre aussi des meilleures pratiques, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et aussi d'anticiper des crises potentielles pour les prévenir ici au Québec. Il y a aussi la situation pour le suivi des cancers pour les enfants.
comme les patients sont moins affectés par la COVID, là, on ne voit pas beaucoup même s'il y a un ralentissement dans le système de santé, on s'inquiète pour l'impact sur les cancers pédiatriques également. Donc, c'est vraiment dans un prochain sondage, on devrait vraiment s'inquiéter puis aller voir la réalité de terrain des cancers pédiatriques. Là, refaire le sondage, ben, peut-être pas quelques jours, là, mais peut-être 2 semaines pour voir comment la situation évolue, puis vraiment avoir un mécanisme pour s'assurer qu'on suit vraiment l'impact sur les patients, que ce soit clinique ou d'anxiété. Comme là, les mesures viennent d'être mises en place dans le mois de mars. Donc, on est quand même dans une zone où c'est assez frais, il n'y a pas de crise, mais on souhaite l'éviter, cette crise-là, et rassurer la population. Donc, vraiment de faire des sondages régulièrement, ça pourrait nous donner une bonne idée si on est sur le bon chemin pour éviter des crises. Et évidemment, bien, nous, on a fait dans notre rapport 15 recommandations. On va continuer à faire le suivi de la mise en place de ces mesures. Déjà, hier, la ministre a annoncé l'ouverture des services en imagerie, puis on salue énormément cette décision-là. On sait que l'INES a publié plusieurs directives et recommandations par rapport à plusieurs éléments qu'on a mentionnés, par exemple, pour les proches aidants, pour les personnes hospitalisées, de pouvoir avoir accès à leurs proches aidants par télémédecine ou par téléphone. Donc, c'était une des choses qui avait été adressée. Aussi, l'impact psychologique sur les patients atteints de cancer a été adressé. Les soins à domicile, les médicaments par voie orale, ainsi de suite. Donc, vraiment, pour nous, on va continuer à faire un suivi des mesures et des recommandations qu'on propose et des mesures mises en place par le gouvernement pour aider les personnes atteintes de cancer. Ah, moi, je voudrais vraiment souligner, c'est quand même assez rare qu'un rapport en si peu de temps fasse autant d'effets. Peut-être que tout n'était pas complètement en lien avec la sortie du rapport, mais n'empêche qu'on était sur la même longueur d'onde, en tous les cas, des préoccupations de l'INES. Et je pense que ça a aidé aussi l'INES à vraiment voir que l'organisation répondait bien à des vraies préoccupations vécues par les patients au jour le jour dans leur vie aux prises avec le cancer. Donc, vraiment, c'est impressionnant. Là, il y a un bon alignement des planètes. Donc là, on a 10 minutes. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on fasse, mais vous avez la possibilité soit de poser des questions donc dans une boîte de chat là, qui vous est proposée, ou aussi de vous manifester en levant la main, parce que vous avez une petite boîte qui vous permet aussi ce genre de choses, pour que vous puissiez évidemment réagir à ce qu'on vient de vous présenter, dans un état d'esprit évidemment de comment on maintient du partenariat avec les patients au jour le jour dans cet environnement quand même un peu inusité. Je voulais aussi mentionner que ça a été mis dans le chat, le lien vers le rapport en question a été mis dans le chat, donc c'est coalitioncancer.com/rapport. Et je vous mets aussi, on a fait une page ensemble avec nos membres partenaires. Une des préoccupations pour les patients, c'était de ne plus avoir accès à des services de bien-être et de support. Donc, on a mis, là je vous le mets dans le chat aussi, une page qui regroupe l'ensemble des services qui sont offerts directement pour les patients sur l'information directement reliée au COVID et le cancer, mais aussi plusieurs qui offrent des services de bien-être virtuels comme l'Espoir c'est la vie ou le Centre de bien-être de l'Ouest de l'île. Il y a plusieurs par rapport à des cancers spécifiques comme Procure pour la prostate ou Société de leucémie et lymphome, etc. Donc, il y a beaucoup de ressources là qui sont disponibles gratuitement et offertes par les organismes communautaires en oncologie. Donc, je vous invite à le consulter aussi. Ouais, c'est vrai qu'on a oublié de marquer le lien sur la présentation. Puis je voudrais remercier aussi chaleureusement donc Mélissa Tagemou et puis Dina-Lisa Ikene là, qui nous ont vraiment d'abord beaucoup aidé pour l'exploitation des données quantitatives dans le cadre du rapport, mais aussi qui ont fait cette présentation. Donc vraiment, elles ont été super efficaces. Là. Merci infiniment.